Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications liées par rapport à la dynamique des rotations. Donc, je vous laisse tout d'abord lire l'énoncé. On va se retrouver comme d'habitude dans quelques instants pour la résolution. Alors ici, sur la gorge d'une poulie de masse M est égale à 100 grammes, répartie sur sa circonférence, des rayons R est égal à 6 cm. Alors cette phrase-là nous dit donc signifie tout simplement que comme nous avons une répartition donc des masses sur la circonférence de la poulie, alors le moment d'inertie de la poulie est J est égal à J delta et est égal à M fois R au carré, à cause de la répartition donc de la masse sur sa circonférence. Alors, mobile sans frottement autour d'un axe horizontal, passe un fil de masse négligeable. Alors, il faut être capable parfois de schématiser une situation physique donnée. On y est. Alors, ce fil porte une masse M1 est égale à 300 grammes et une masse M2 est égale à 2A à 100 grammes. Donc, la masse M1 se trouve à 3 mètres au-dessus du sol. La masse M2 se trouve du sol sans y reposer. On abandonne le système à l'instant t égal à 0 secondes sans vitesse initiale. Question demandée, calculer l'accélération du système. Là, comme je l'ai déjà dit, donc il faut parfois être à mesure de schématiser une situation physique donnée. Donc, par rapport à l'énoncé, donc vous devrez être capable de schématiser cette situation. Donc, ici, vous avez donc le schéma du principe. Vous avez donc ici la masse M1 qui se trouve à 3 mètres au-dessus du sol, la masse M2. Vous avez ici donc la poulie. Donc, j'ai déjà tracé le schéma et puis là, j'ai déjà fait encore l'inventaire des forces appliquées par rapport à l'ensemble du système. Là, vous avez la masse M1, la masse M2 ainsi que la poulie. La masse M1, elle est soumise à son poids P1 à la tension T1. La masse M2, elle est soumise à son poids P2 à la tension T2. La poulie ici, elle est soumise à son poids P, la réaction R, à la tension T1', à la tension T2'. Alors maintenant, dans un premier temps, on applique la relation fondamentale de la dynamique en rotation pour la poulie. Et là, vous pouvez maintenant donc tirer ceci, cette relation qui est là, sachant que le moment de R plus le moment de P est égal à 0. Alors ici, on aura donc T1', c'est-à-dire T1' fois le rayon R, moins T2' fois le rayon R, parce que la force T1', c'est une force qui est motrice. La force T2', c'est une force qui est résistante, puisqu'elle s'oppose par rapport au mouvement donc, de la poulie, le mouvement de rotation de la poulie. Alors on aura ici T1'R moins T2'R est égal à J fois θ2 point. Alors, or, l'accélération angulaire est égale à l'accélération linéaire sur R. Alors, on remplace avec J, qui est le moment d'inertie, est égal à MR au carré, à cause de cette phrase qui est là. Parce qu'on a dit que la masse de la poulie, M répartie sur sa circonférence. Donc, ici, on peut conclure que J est égal à ici à MR au carré. Et de là, donc, on peut tirer cette relation. Maintenant, pour la masse M1 et la masse M2, maintenant, vous allez appliquer donc le théorème des centres d'inertie. On y est. On aura ici donc TC P1 plus T1 est égal à M1A. Maintenant, vous allez faire la projection suivant l'axe OZ et là, vous pouvez tirer la relation suivante. Pour la masse M2, on applique encore le théorème du centre d'inertie puisque la masse M2 est en translation verticale. On aura que P2 plus T2 est égal à M2A. Maintenant, on projette suivant l'axe O'Z'. Et là, on aura donc, vous pouvez tirer encore la relation suivante. Alors, pour la masse M2, on applique encore le théorème du centre d'inertie. Et là, vous allez faire la projection suivant l'axe O'Z'. Et là, vous pouvez tirer la relation suivante. Maintenant, ici, on va appliquer encore notre relation, c'est-à-dire que comme le fil ici est sans masse, est inextensible sans masse, on aura que la tension T2 doit être égale à T2' et la tension T1 doit être égale ici à T1'. Et de là, donc, on peut remplacer ici, là où nous avons T1', on remplace par T1. Là où nous avons T2', on remplace par T2. Et de là, vous pouvez tirer l'expression dA. Et après calcul, on trouve une valeur de 4 mètres secondes exposant moins 2.
pour la question suivante, on nous demande de calculer la vitesse de la masse M1 lorsqu'elle heurte le sol. Là, maintenant, on va appliquer, connaissant l'accélération du système, on applique la relation indépendante du temps, c'est-à-dire V final au carré moins V initial au carré est égal à 2A fois la distance D. Or, la vitesse initiale est égale à 0, donc on aura que vitesse finale est égale à 2A, 2 fois l'accélération fois D. De là, bon, on peut prendre la racine carrée et là, après calcul, on trouve une valeur de 4,90 mètres par seconde. Alors, pour la question suivante, on nous demande de calculer les normes de T1 et T2. Alors ici, connaissant l'accélération A, vous allez appliquer, donc faire l'application numérique en utilisant la relation 2 et 3. Là, vous aurez donc les réponses suivantes. Alors, la question numéro 2. Quelle force F faut-il appliquer tangentiellement à la poulie pour qu'elle s'arrête au bout de 6 tours? Le fil supportant M2 étant coupé quand M1 arrive au sol. Alors là maintenant nous avons le schéma qui est là. Si on coupe le fil reliant la masse M1, donc la masse M2 va automatiquement donc se trouver donc sur le sol horizontal. Donc après rupture, on aura ceci. Nous avons le schéma du principe. Maintenant, pour pouvoir arrêter donc la poulie, on applique une force ici, donc F tangentiellement et des sens opposés par rapport au mouvement de la poulie pour arrêter donc le système. On nous demande cette fois-ci de calculer la force de freinage pour qu'elle s'arrête au bout des 6 tours. Là, maintenant, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique en rotation. Or, on sait que le travail du poids P plus le travail de R est égal à 0. D'accord? Puisque les deux forces-là traversent l'axe de rotation de la poulie. Alors ici, on aura ceci. Or, on sait que le travail de la force de frottement est égal ici au moment de la force de frottement multiplié par l'angle θ. Puisque ici, nous sommes en rotation. Avec θ est égal à 2πn. C'est-à-dire n ici représente le nombre de tours, qui est ici donc de 6 tours. Et à partir de là, donc, on peut tirer donc F est égal à mv carré donc sur 2π nr. Donc ici, oméga est égal à vitesse sur r et de là, vous pouvez avoir cette expression. Donc après calcul, on trouve une valeur de 1,06 newton. Alors pour la question suivante, on nous demande de montrer que le mouvement est circulaire et uniformément décéléré. Et de là, donc, on peut toujours appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Et de là, on tire θ2 point. Alors, θ2 point est égal au moment de la force de frottement sur J, c'est-à-dire le moment d'inertie. Or, on sait que le moment d'inertie de la poulie est toujours strictement supérieur à 0. Et le moment de la force de frottement, c'est un moment qui est résistant. Alors, il est toujours inférieur à 0. Donc, θ2 point est inférieur à 0 à cause des signes du moment de F. Alors, comme θ2 point est inférieur à 0, alors conclusion, le moment du disque est circulaire uniformément décéléré. Alors ici, il faut toujours savoir que lorsque vous appliquez un couple, donc une force de frottement, donc pour arrêter donc, un système tournant, alors il faut savoir que le moment développé par cette force-là, c'est un moment qui est résistant, ce qui est toujours réel. Donc ici, c'est à cause de cela qu'on a pu conclure que la valeur de θ2 point, elle doit être inférieure à 0, parce que c'est une décélération angulaire. Alors, question suivante, cette fois-ci, maintenant, on peut déterminer donc, sa valeur numérique. Donc, connaissant la force F, qui est de 1,06, on peut maintenant calculer le moment. Donc, le moment de la force F est égal à moins F fois le rayon R. Donc, moins F fois R sur mR au carré. Et de là, on trouve une valeur de moins 1,77 fois 10 puissance 2 radians seconde exposant moins 2. Alors ici, on nous demande par la suite de calculer la durée de freinage. C'est-à-dire, à partir de là maintenant, connaissant la décélération angulaire, connaissant la valeur de oméga 0, maintenant on peut utiliser la loi horaire du mouvement, puisque nous avons un mouvement qui est circulaire uniformément décéléré. On aura que oméga dt est égal à θ2 point t plus oméga 0. Alors on sait qu'au point final, la valeur de oméga final est égale à 0. Donc on aura que oméga final est égal à θ2 point t plus oméga 0 qui est égal à 0. Et là maintenant on peut tirer le temps t qui représente ici la durée de freinage. Et là on trouve une valeur de 0,46 secondes.
Alors, pour la question numéro 2, la masse M1 se déplace sur la ligne de la plus grande pente d'un plan parallèle par rapport à l'axe de la poulie et inclinée sur le plan horizontal d'un angle alpha est égal à 30 degrés. Alors, question demandée, quelle valeur doit-on donner aux deux masses M1 et M2 telles que leur somme soit constante, c'est-à-dire égale à 400 grammes, et que la valeur de l'accélération donc reste constante, qu'on a eu à calculer dans la question numéro 1, qui est de 4 mètres secondes exposant moins 2. Alors ici, on peut schématiser la situation. Vous avez la masse M1 qui est sur la ligne de la plus grande pente ici. Et puis vous avez toujours la masse M2 qui est là. Maintenant, j'ai encore fait l'inventaire des forces appliquées par rapport au système. Vous avez le poids P pour la masse M2. Même chose, hein. La tension T1', la tension T1', T1. Sauf que la masse M1 maintenant se trouve cette fois-ci sur la ligne de la plus grande pente d'un plan parallèle par rapport à l'axe de la poulie, comme tel que vous le voyez ici. Alors là maintenant, pour déterminer les masses M1 et M2, on va faire une étude dynamique, c'est-à-dire vous allez appliquer la relation fondamentale de la dynamique au niveau de la poulie, le théorème des centres d'inertie au niveau de la masse M1 et de la masse M2, et de là maintenant on peut déterminer l'expression de M1 et M2. D'accord, parce qu'on connaît, on nous a dit que l'accélération donc prend la même valeur calculée par rapport à la question numéro 1A. Et la valeur calculée là-bas, c'était 4 mètres secondes exposant moins 2. Alors, on connaît aussi la somme des masses M1 plus M2 qui est de 400 grammes. Alors là, on peut déterminer effectivement la masse M1 et la masse M2. Allons-y. Maintenant, pour la poulie, donc, vous appliquez la relation fondamentale de la dynamique en rotation. Maintenant, vous aurez la relation suivante. Pour la masse M1, et là, vous avez ici, on aura P1 plus R1 plus T1 est égal à MA, tel que vous voyez ici, MA. Maintenant, on va projeter suivant l'axe X', X. Vous aurez ici moins MG sinus de alpha plus T1 est égal à MA. Là, vous tirez T1 là. Maintenant, pour la masse M2, vous allez faire pareil. On applique le théorème du centre d'inertie. Là, on aura donc, vous allez projeter suivant l'axe Z', Z. Et là, vous allez tirer la relation, vous allez tirer l'expression de la tension T2. Vous avez ici T2 est égal à M2G moins M2A. Alors, à partir de là, or, on sait que T1 est égal à T1' et T2 est égal à T2', donc en appliquant la troisième loi de Newton. Hein. Et là, bien qu'on peut tirer ici donc l'expression, on va remplacer là où nous avons T1' par T1, là où nous avons T2' par T2. Et là, on peut tirer l'expression suivante. Alors, M ici représente la masse de la poulie. D'accord. Alors, on sait que M1 plus M2 est égal à 0,4, c'est-à-dire égal à 400 grammes. Il faut convertir cette valeur-là en kilogrammes. Donc, on va voir M1 plus M2 est égal à 0,4. Là, on tire M2 est égal à 0,4 moins M1. Donc, on va remplacer dans cette équation-là. Là où nous avons M2, on peut factoriser. Hein. Vous avez M2, M2. On factorise, on aura M2 facteur de G moins A. Donc, est égal à MA. Donc, là où vous avez M2, on remplace par 0,4 moins M1. Ce que vous voyez ici. Et à partir de là, vous avez une équation avec une inconnue qui est M1. Et là, vous pouvez tirer M1 ici. Et là, après, on calcule M1. Puisqu'on connaît l'accélération, on connaît la masse de la poulie, on connaît la valeur de alpha. Donc, on peut faire l'application numérique. Et là, maintenant, comme on connaît la valeur de la masse M1, maintenant, on peut tirer M2, qui est de 0,267 kg. Alors, pour la question numéro 2, on nous demande de calculer l'énergie mécanique de la masse M1 à l'instant T égale à 3 secondes. Alors, on applique la formule énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle des pesanteurs. Alors, ici, vous avez énergie cinétique égale à n demi mv carré, énergie potentielle de pesanteur est égale à mgh, avec h est égal à x sinus alpha. Alors x représente la distance parcourue par la masse M1 sur le plan incliné. Alors à partir de là, on va essayer de calculer tout d'abord la distance x qui est la distance parcourue par la masse M1 à l'instant t est égale à 3 secondes.
on aura ceci. Donc, x est égal à 1 demi à t carré. Donc, on remplace t par sa valeur. On trouve une valeur de 18 mètres. Et de là, on peut, connaissant l'abscisse linéaire parcourue donc, par la distance parcourue par la masse M1, on peut maintenant déterminer la vitesse V correspondante. Alors là, on aura ici V appliquant la relation indépendante du temps. Vous avez V carré est égal à 2 fois A fois la distance X. Là, à partir de là, vous pouvez tirer V est égal à racine carrée de 2AX. Et là, on trouve une valeur de 12 mètres par seconde. Alors, connaissant l'abscisse linéaire ainsi que la vitesse de la masse M1 à l'instant t est égale à 3 secondes, on peut calculer l'énergie mécanique. Et là, on trouve une valeur de 48,6 joules. Autre question. À l'instant t est égal à 3 secondes, le fil reliant M1 et M2 casse. Alors, question demandée, déterminer les caractéristiques du vecteur accélération. Donc, alors ici, si le fil reliant M1 M2 donc casse, donc c'est-à-dire que nous avons une rupture, rupture du fil. À partir de là, qu'est-ce qu'on aura? Donc le système sera donc le suivant. Donc il n'y a plus de tension du fil. Donc j'ai changé d'orientation, c'est-à-dire donc j'oriente cette fois-ci le déplacement de la masse M1 donc du haut vers le bas. D'accord? Vous voyez très bien ici donc x', x. Avant on avait x', x. On y est. Là maintenant, pour avoir les caractéristiques, on va appliquer la relation, le théorème du centre d'inertie, suivant cette orientation A bien sûr. Donc on aura donc A est égal à G sinus alpha. Donc on trouve une valeur de 5 mètres secondes exposant moins 2. Et à partir de là, on peut maintenant donner les caractéristiques du vecteur accélération. Alors ici, question demandée. Donner les lois horaires du mouvement en prenant comme origine des dates l'instant de rupture. Là, on aura ceci. On applique x est égal à 1 demi à t carré plus v0 t plus x0. Or, à l'instant, la vitesse v0 est égale à moins 12 mètres par seconde. Pourquoi moins 12 et non pas 12? Parce que tout simplement, on a changé l'orientation donc du mouvement de la masse M1. Alors, regardons ici. À l'instant t est égal à 3 secondes, vous avez ici que la masse M1 montait vers le haut. On est d'accord? À cet même instant, donc, la masse M2 donc, descend vers le bas à cause de la rupture du fil. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La vitesse de la masse M1 va avoir donc un sens opposé par rapport à sa phase initiale. Donc, raison pour laquelle ici, j'ai mis moins 12 mètres par seconde au lieu de 12. Alors maintenant, si par exemple, vous gardez l'orientation initiale ici, à partir de là, on aura quoi? On aura ici x est égal à 1 demi à t carré plus v0 t plus x0. À l'instant t est égal à 3 secondes, v0 sera égal ici à 12 mètres par seconde. On y est. Maintenant, ça sera donc l'accélération qui aura donc des signes négatifs. D'accord. Là, on va voir ici donc x est égal à 2,5 t carré moins 12t. Maintenant, v est égal à 5t moins 12. Voilà. Nous avons les lois horaires du mouvement. Et à partir de là, la question demandée, calculer la durée mise par la masse M1 pour repasser à sa position de départ. Et de là, donc, on va utiliser donc, la formule suivante, c'est-à-dire la durée mise par la masse M1 maintenant pour monter à la distance, pour parcourir la distance de 18 mètres, plus la durée que mettra donc la masse M1 pour retourner à sa position de départ. C'est-à-dire, nous avons t est égal à t1 plus t2. t1 représente le temps de montée, t2 représente le temps de descente. Alors ici, on va voir ceci. On va appliquer donc l'équation que nous avons ici. Maintenant, la distance parcourue pendant la montée doit être égale à la distance pendant la descente. On est d'accord? Raison pour laquelle on va prendre ici x est égal à 2,5 t carré moins 12, t est égal à 18, puisque c'est la distance parcourue par la masse M1 pendant la montée. Donc on va égaliser ici, et là on peut calculer le delta, et là vous tirez la durée t. La durée t2 correspond à la durée descente de la masse M1. Alors ici, on va toujours prendre la valeur
qui sera supérieur par rapport à 0, puisque le temps que nous cherchons, c'est un temps qui doit être supérieur à 0, non pas un temps négatif. Hein. Alors là, la durée T2 doit être égale ici à 6 secondes. C'est la durée qui correspond à la phase de descente. Là, on aura maintenant donc T1 est égal à 3 secondes. T2 qui représente la durée de la phase de descente qui est de 6 secondes. Et de là, maintenant, on peut calculer la durée mise par la masse M1 pour repasser à sa position de départ qui est de 9 secondes. Là-dessus, je vous remercie et on se trouvera prochainement pour un nouveau tuto.